Moi, c'est Constantin, je suis consultant automatisation chez CNS Communication. Promis, c'est la dernière fois que je dis le mot CNS Communication de la présentation. Mais merci, Tim. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler d'un problème, c'est comment corriger les drifts. Parce qu'on a vu du coup comment les détecter, mais en fait, le problème en réseau, c'est aussi de les corriger. Et on va essayer de voir un peu un comparatif avec le monde du système et le monde du cloud, parce que chez eux, c'est un peu plus simple. Ils ont déjà des choses qui existent, et on va essayer de voir comment ils font et si on peut faire pareil ou pas. Rapidement, je vais vous redéfinir ce que j'appelle le drift, expliqué par des chats. Le chat veut pousser un changement. Le chat lance un script d'automatisation. Il a bien écouté son chef, il utilise le script d'automatisation. Pas de pot, SSH connection lost. Il s'est coupé l'accès. Le chat a fait tomber la prod. Parce qu'en fait, il y a Bernard qui avait modifié une ACL pendant à la main et du coup, il va se cacher. Et il y a leur collègue Alice qui leur avait dit qu'il fallait qu'ils corrigent les drifts, mais bon, c'est pas très grave. Et là, au café, il y a un gars de l'équipe système et une meuf de l'équipe cloud qui viennent le voir et qui lui disent: non, mais comment ça, t'as pas corrigé tes drifts? C'est facile. C'est super facile de corriger tes drifts. Tu fais un Terraform apply et c'est fait, quoi. Donc, comment ils font les autres qui font pas du réseau? Les autres qui font pas du réseau, on les a catégorisés en deux parties, cloud et système. Je vais dire on, mais c'est jeu, hein. Euh, je les ai catégorisés en deux parties. Cloud, je vais plutôt dire tout ce qui est système APIisé contrôlé, qui expose un single pane of glass, et système plutôt tout ce qui est historique, legacy, réseau, système, avec moins de contrôle. Mais dans les deux cas, il y a des solutions. Dans le cas du cloud, Euh, pour régler le problème de la détection, on va pouvoir travailler sur des scripts via API. Il y a des solutions qui existent off the shelf, comme DriftCTL, comme DriftCTL, comme CloudFormation Drift Detection. Il y a pas mal de solutions qui existent. Pourquoi elles existent? Parce que d'un côté, on a une source d'information de l'intention qui est le code, Terraform, Pulumi, peu importe, le code qui décrit l'infrastructure qui a été déployée. Et de l'autre côté, ben, on a une API qui expose précisément l'infrastructure. Donc on a juste une comparaison un pour un à faire. Donc c'est des hypothèses, c'est des axiomes qui nous permettent de très facilement mesurer cet écart. Ça, malheureusement, côté système, c'est un peu moins le cas, puisqu'on n'a pas de contrôleur, on n'a pas d'API, et on n'a pas tout automatisé en termes de déploiement. Donc on ne va pas pouvoir non plus faire purement du script. Par contre, côté système, on a un truc super qu'on ne peut pas faire côté réseau, c'est installer des agents, des programmes et toute une tooling suite sur les VM, sur les machines. Et donc, bah, il existe pas mal d'outils qui gèrent très bien la détection du drift basés sur des déclarations de policy. Par exemple, il y a des choses comme osquery qui permettent d'aller récupérer pas mal d'infos sur l'équipement. Il y a des choses comme Rudder qui permettent de faire de la déclaration de policy et mesurer des écarts en mode de détection. Donc ça, c'est vrai que c'est ces deux approches de la détection qui sont très intéressantes, mais qui malheureusement, dans notre cas, ne s'appliquent pas toujours. Parce que côté réseau, la partie API, si vous avez des contrôleurs, ça marche très bien. Si vous n'en avez pas, c'est plus compliqué. Et même si vous avez des contrôleurs, il faut voir à quel niveau on descend dans ce qui est exposé au niveau de l'API. Est-ce que votre contrôleur il expose vraiment la config ligne par ligne d'un point de vue objet? Pas sûr. Côté agent, programme, bah, c'est pareil. Il y a des choses qui existent, qui se connectent en dynamique avec les équipements, Ansible, choses comme ça, mais c'est moins puissant qu'un agent qui a accès à la machine et qui peut vraiment récupérer de l'information de manière structurée et l'exposer de manière structurée. Côté réduction, alors côté réduction, on a l'objectif, ça va être de se dire, on a des écarts, ok, mais comment est-ce qu'on fait pour en avoir moins? Comment on anticipe le fait d'avoir moins d'écarts? Parce que c'est pas un problème absolu le fait d'avoir du drift. C'est un problème qui naît d'une action manuelle qui est effectuée sur l'infrastructure ou d'une action inopinée qui est effectuée sur l'infrastructure. Donc côté cloud, on a une opportunité, c'est que par périmètre, comme il y a une très bonne segmentation, il y a des périmètres où ça va être assez facile de restreindre l'accès à un API only. Dans ce cas-là, ça fait que les développeurs et les équipes qui poussent de l'infrastructure sur ces périmètres vont pouvoir ne pousser de l'infrastructure que via les pipelines
les process standardisés, et donc on va limiter le drift parce que personne ne va pouvoir aller se connecter dessus, sauf sur une procédure une brique glace en cas d'incident. L'autre option qu'on peut faire, c'est avoir un contrôle fin des accès. Les solutions cloud et similaires permettent une granularité au niveau des accès object-based qui va permettre d'aller vraiment précisément déterminer qui a accès à quoi sur quel périmètre. Donc même s'il y a des drifts, ces drifts, on pourra les contenir beaucoup plus facilement. Et puis finalement, il y a une technique qui se fait bien, c'est qu'à chaque fois qu'on pousse un changement, on ne pousse pas que ce changement, on redéploie l'infrastructure. On monte une image, on monte un twin, un jumeau, et on fait monter cette infrastructure, et ensuite, via un load balancer dynamique ou quelque chose comme ça, on redirige le flux vers cette nouvelle infrastructure. En fait, on n'a pas travaillé directement sur l'infrastructure qu'on a déployée. Donc s'il y a eu des écarts, bah, ces écarts, ils sont effacés automatiquement. Euh, Côté réduction au niveau système, c'est un peu plus dur aussi. Mais il y a des solutions. Déjà, au niveau système, il y a de plus en plus de développements qui se font au niveau de l'immutabilité. L'immutabilité, c'est l'idée de dire qu'en fait, on ne peut pas faire de change sur la machine sur les choses qui comptent, sur les configs des fichiers critiques, sur ces choses-là. Donc il y a des systèmes de fichiers qui permettent de faire ça, il y a des permissions qui permettent de faire ça. Il y a l'immutabilité, et ce qu'il faut se dire, c'est que cette immutabilité, elle est assez facile à mettre en place côté système. Il y a aussi toute la logique des conteneurs qui fait qu'en fait, bah, même si quelqu'un fait une modif sur un conteneur, de toute façon, on sait que le conteneur, il va pas vivre très longtemps. Donc au pire, ce sera effacé. Le contrôle fin des accès, c'est possible aussi, c'est un peu plus dur, mais on peut le faire quand même sur la partie Linux, Windows. Et puis finalement, la configuration, elle est souvent plus déclarative et plus structurée qu'en réseau. La plupart des configurations de services sur Linux principalement, elles peuvent se faire de manière très structurée. Et donc c'est plus facile d'analyser une configuration et d'éviter des drifts dedans, d'éviter les erreurs de saisie, des choses comme ça, parce qu'on va pouvoir la valider, on va pouvoir l'analyser, on va pouvoir la modéliser, la parser beaucoup plus facilement. Finalement, une fois qu'on a détecté, une fois qu'on a essayé de réduire, il y a quand même des drifts, il va falloir les corriger. Le problème, c'est pas de savoir comment les corriger, parce que comment les corriger, bah, faut inverser l'écart. Ça, c'est pas super compliqué, et si vous avez des outils de détection, ça marche bien. Le problème, c'est comment on le fait sans faire tomber la prod. Parce que si vous modifiez un drift pour le corriger, mais qu'en fait, en corrigeant ce drift, bah, vous faites tomber la prod, parce que par exemple, vous modifiez une ACL et qu'il y avait une autre modification qui a été faite et que vous n'avez pas vu, bah, vous allez avoir un problème. Donc pour ça, côté cloud, il y a deux techniques qui se ressemblent, qui sont le Canary Deployment et le Blue-Green. C'est ce que je décrivais précédemment, c'est-à-dire qu'on monte une infra, un hybride, on monte une réplique de l'infrastructure, et progressivement, on fait déplacer les utilisateurs de l'infra précédente vers la nouvelle infrastructure. Donc ce qui permet de progressivement mesurer si le fait qu'on a déployé, ce qu'on a déployé, ça marche ou pas. Et c'est très facile de rollback et de renvoyer. Voilà. Et si on a un petit peu, si on a un petit peu outillé le process, on peut même le faire de manière automatique. Le Virtual Twin. Il y a de plus en plus de systèmes de déploiement qui permettent de lancer un conteneur avec la nouvelle configuration, par exemple, pour une application, et de la tester, de faire une test suite dessus pour vérifier qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas de problème. Et puis finalement, alors il y a un petit truc sur lequel je voulais vous faire un clin d'œil, c'est le Janitor Monkey. C'est le petit frère du Chaos Monkey pour ceux qui connaissent. Et l'idée, c'est que dans les infra cloud, souvent, il y a plus de mécanismes de résilience. Il y a plus de mécanismes de failover, il y a plus de mécanismes parce on fait beaucoup de choses conteneurisées, beaucoup de choses virtualisées, tout ça. Et donc, il y a un système qui consiste à dire qu'aléatoirement, régulièrement, on va taper des corrections de drift, une petite par-ci, par-là. Et on se dit qu'on a assez confiance dans la résilience de notre infrastructure pour que même si on corrige un petit drift par-ci, par-là, bah, ça casse pas tout. Voilà. Côté système, on peut aussi faire du blue-green. C'est un petit peu plus compliqué parce que souvent il y a de l'infrastructure physique, mais on peut quand même le faire. On peut faire la validation de config. Ça, c'est quelque chose qui est assez pratique. Il y a beaucoup de services qui proposent une validation de config et on peut au moins s'assurer, si c'est pas que le service est rendu, mais que la configuration est valide et fonctionnelle. Et puis finalement, bah, on a quand même souvent en système, beaucoup plus qu'en réseau, la capacité de faire un rollback rapide et de faire un failover rapide. De se dire, OK, ça marche pas, je restaure mon snapshot. Ça peut prendre quelques secondes, ça peut prendre quelques minutes, mais on n'est pas sur j'ai fait tomber mon data center, mince, faut que je rollback, quoi. Et nous, du coup, et nous, du coup,
Donc, et nous, du coup, est-ce qu'il faut réinventer la roue? Pas obligatoirement. Il y a des bonnes choses à prendre, il y a des bonnes choses à laisser. Sur la partie détection, les scripts de compliance, c'est une bonne idée. Je pense que c'est une des seules solutions. Par contre, il y a un prérequis. Il y a un prérequis, c'est une modélisation forte du réseau, une modélisation forte à tous les étages du réseau. Modélisation des services, modélisation des infras, modélisation des relations entre les équipements. Et c'est là où le rôle de l'inventaire et de ce que certaines personnes appellent la source de vérité, on pourra en débattre après si vous voulez, est essentiel. Et puis il y a aussi besoin d'une infrastructure de collecte qui est performante, performante d'un point de vue automatisation, qu'elle est apaisée, qu'elle est dynamique, qu'elle est rapide, qu'elle est précise. Ensuite, il y a la problématique des pré-post-check, l'idée des pré-post-check. Le meilleur moment pour vérifier un écart, pour détecter un écart, c'est juste avant de faire un changement, parce qu'on est sûr qu'il n'y en a pas un deuxième qui va se glisser juste avant le changement. Donc on peut essayer de se dire qu'à chaque fois qu'on fait un changement, on fait un test avant, et on fait un test après, parce que peut-être que la modif qu'on a fait, elle a révélé un drift. Ça peut arriver aussi. Donc ça peut être intéressant. Par contre, ça implique, ça a un impact, c'est un alourdissement des workflows. C'est un alourdissement systématique des workflows. Parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir lancer un workflow, à chaque fois qu'on va vouloir lancer une opération, il va falloir faire un pré-post-check. Et ça, c'est assez lourd. En termes de réduction, bah, il y a la réduction des accès. Sauf que je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je pense que si je dis à des gens qu'on va leur couper l'accès en CLI aux équipements, il va y avoir des dents qui vont grincer. Donc c'est avant tout un prérequis organisationnel et une mise en place d'un process et d'une gestion du changement. Et puis, il y a la simplification des process. Ça, c'est essentiel pour que les gens ne fassent pas de drift. Il faut que ce soit facile de faire des changes sans faire de drift. Donc, il faut que ce soit facile de passer par les infrastructures qu'on a mis en place, de mettre en place, d'utiliser les process qu'on a mis en place. Et là, je fais un parallèle pas avec le système et cloud, mais avec la sécurité, la cybersécurité. Il y a un super bouquin qui s'appelle Security Engineering, qui a tout un paragraphe sur l'utilisation de la friction et de l'énergie potentielle, au sens humain, le fait de qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est simple, pour guider les utilisateurs sur le bon chemin. Et ça, c'est quelque chose dont on peut tirer parti. Si c'est plus compliqué de faire un change à la mano, plutôt qu'en utilisant l'automatisation, les gens vont se guider vers l'automatisation naturellement. Inversement, si c'est hyper galère d'aller chercher l'automatisation, bah, on va faire la main. Correction sécurisée, alors, nous, aujourd'hui, les choses sur lesquelles on voit des résultats, c'est la résolution assistée. La résolution assistée, c'est quoi? C'est de se dire que via les scripts de compliance, tout ça, et la modélisation du réseau, on va essayer de détecter des écarts, on va essayer de les modéliser précisément et proposer une correction. Et cette correction, elle va être validée par un humain. Parce que malgré tout, c'est lui qui prendra la responsabilité de l'appliquer ou pas. Et c'est lui qui prendra la logique de dire est-ce que je prends ma réalité et en fait c'est mon intention, j'accepte le changement, ou alors bah non, c'était pas accepté et je pousse mon changement. Et par contre, quand je pousse mon changement, via euh, un aspect explicatif, le script va présenter les changes qui vont être poussés de manière claire, de manière à ce que l'opérateur puisse prendre la décision ou pas de pousser le changement ou le corriger à la main. Le problème, c'est que c'est une intervention humaine. Si vous avez 15 000 drifts, vous ne pourrez pas le faire à la main. Et puis, il y a la notion de rollback automatisé. Quelque chose que j'aime bien challenger, c'est est-ce que vraiment tout est critique? Est-ce que vraiment couper le réseau filaire entre midi et 2 pendant 10 minutes, s'il y a du Wi-Fi, sur un site bureautique, c'est hyper grave? Pas sûr. Ça dépend de chacun. Mais on a tendance, je pense, un peu en tant qu'ingénieur réseau, à se dire non, mais il faut jamais couper le réseau, tout est critique. C'est pas toujours vrai. Donc, est-ce qu'on peut pas essayer de dédramatiser un peu les changements et de se dire, ok, bah, au pire, j'ai un taux de confiance assez élevé dans mon change, je sais quel est l'impact que ça peut avoir si ça tombe en panne, et je sais comment rollback. Et je sais que dans une fenêtre de 10-15 minutes, j'aurais pu rollback. Et j'ai tout outillé pour rollback, j'ai tout outillé pour détecter si mon change il est passé et tout. Et bah du coup, dans ce cas-là, on peut se dire, bah on le tente. On tente, on fait un rollback. Par contre, pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir une vraie suite de tests. Pour avoir une vraie suite de tests, il faut avoir une vraie modélisation de l'infrastructure. Pour avoir une vraie modélisation de l'infrastructure, il faut avoir vraiment réfléchi à comment on a modélisé tout ça. Donc c'est un peu les poupées russes. Mais une fois qu'on est dans cette logique-là, et sur certains périmètres, ça va être plus vrai que d'autres, par exemple sur la partie campus, c'est particulièrement vrai, on peut se poser la question de savoir si on ne peut pas juste y aller et puis faire des petits rollbacks. Voilà. Donc, ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas essayer de tout réinventer, il ne faut pas essayer d'aller chercher à construire des usines à gaz. Il y a des systèmes qui existent, côté cloud, côté système, côté cyber, pour corriger ces drifts. Et je pense vraiment que il faut aussi accepter que c'est un changement qui doit être avant tout humain et un changement qui doit être avant tout organisationnel.
Parce que plus on traite le problème du drift tôt, plus il est facile à corriger. Plus on définit clairement en partie, plus on arrive à augmenter la réduction, plus on arrive à définir des process qui permettent de ne pas avoir de drift, plus c'est facile à corriger. Et plus les drifts s'accumulent aussi, plus ils sont complexes. Si on a une infrastructure où on sait qu'on a un seul drift, ce sera très facile de mesurer l'impact de ce drift, de la correction de ce drift. Si on a une infrastructure avec 10 drifts, ben en fait, on ne maîtrise pas les écarts entre les drifts, les impacts croisés entre les drifts. Donc voilà, c'est là où je veux vous sensibiliser, c'est peut-être travailler par périmètre aussi, plutôt d'un point de vue approche, travailler par périmètre sur cette réduction de drift, pour essayer de se dire, ok, par périmètre, sur ce périmètre-là, je suis à 100% de compliance. Je suis à 100% de compliance, et si j'ai un écart, directement, je le corrige. Je suis très intransigeant. Et ça peut avoir vraiment des résultats. Et puis mon petit mot de la fin, c'est juste de vous dire, c'est pas parce qu'on a des exceptions qu'on a un drift. On peut modéliser des exceptions, on peut les déclarer dans notre source d'intention. Il faut juste bien définir ce que c'est la cible. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que c'était intéressant et je vous souhaite une bonne fin de journée.